Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de podcast, le podcast qui s'appelle pour l'instant Nakama Chris et qui va probablement ne pas changer de nom. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez deep et on va partir du fait que la semaine dernière, il m'est arrivé un truc assez spécial et je crois que tu vas vite t'en rendre compte. Ce podcast va être nourri d'une façon assez particulière et c'est la manière c'est de cette manière que je fonctionne. Je vis des choses dans ma vie et quand j'essaie de prendre un petit peu de recul sur ce qui vient de m'arriver, même si c'était une journée on ne peut plus commune, voilà, je réfléchis un petit peu à ce qui m'est arrivé pendant la journée et parfois j'ai des réflexions qui me viennent, je tire des conclusions pour ma propre vie et mon ambition, si on peut appeler ça comme ça avec ce podcast, eh ben, c'est de te partager l'état actuel de mes réflexions. Je n'ai pas la science infuse, mon opinion n'est jamais arrêtée, donc moi ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire dans les commentaires pour continuer à prendre des infos et à faire évoluer ma propre réflexion et j'espère aussi à faire évoluer la tienne. Et donc le point de départ d'aujourd'hui, ce sera de te parler d'un truc qui m'est arrivé, qui semble banal, mais qui m'est arrivé la semaine dernière et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi depuis. Et je vais te partager du coup l'avancement de mes réflexions et j'espère que tu arriveras à en tirer des choses intéressantes. Je te rappelle que ce podcast est disponible en version vidéo sur YouTube et un beau jour, il sera disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast, mais pour l'instant, j'ai un petit peu la flemme. Bref, alors, il faut que je commence par le commencement. Il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, tu le sais peut-être pas, mais moi, aujourd'hui, je suis formateur en photographie, c'est mon métier principal. Et donc, la semaine dernière, j'ai été formé des employés d'une grosse entreprise au Luxembourg qu'on va appeler pour l'occasion Fortalis. Voilà. Fortalis, c'est une grosse boîte au Luxembourg qui s'occupe du ménage. Et voilà, ils envoient des hommes et des femmes de ménage dans plein d'entreprises dans le pays du Luxembourg. Voilà, ils ont vraiment de vraiment très grosses équipes, ils sont vraiment bien implantés dans le paysage luxembourgeois, ils génèrent beaucoup d'argent d'après ce que j'ai pu voir, etc. Bref, je te dépeins un petit peu la situation de Fortalis. Euh, petite quand même parenthèse, je suis absolument pas là pour critiquer Fortalis, ni même la personne chez Fortalis qui m'a engagé en tant que formateur en photographie. Je suis là simplement pour discuter d'un modèle du fonctionnement du monde. Bref, tu vas comprendre, mais en aucun cas je ne vise Fortalis ou ses employés, avec qui d'ailleurs je me suis très bien entendu. Bref, donc pour te dépeindre un peu la situation, moi j'habite pas très loin du Luxembourg, donc et ça depuis tout petit, donc j'ai souvent été au Luxembourg dans ma vie, que ce soit pour faire le plein de ma voiture ou pour acheter des cigarettes pour mes parents, puisque moi je ne fume pas. Donc voilà, ou pour aller faire aussi des balades. Bref, j'ai toujours eu l'habitude. Enfin, pour moi, le Luxembourg, en fait, c'est pas un autre pays, c'est juste la ville à côté, en fait. Mais au Luxembourg, il faut dire que le style de vie, c'est quand même pas le même style de vie que le style français. C'est que là, par exemple, quand j'ai été faire mon job, donc que j'ai été formé des employés de chez Fortalis, quand tu arrives dans les garages des grosses entreprises au Luxembourg, il se passe quand même des choses, hein. Déjà, quand tu rentres dans cet énorme garage à la structure toute bétonnée, ultra solide, très propre, très très propre pour un parking souterrain, ce que tu vois, c'est tu vois énormément de grosses voitures de luxe. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas mis les pieds là-bas, c'est à quel point le SUV électrique est devenu le nouveau symbole de richesse au Luxembourg, j'ai l'impression. Et du coup, j'imagine par extension de beaucoup de villes occidentalisées, probablement Paris aussi. Bref, je ne fais qu'extrapoler, donc voilà, prends mon avis pour ce qu'il est. Donc ça, c'était la première situation. C'est que voilà, je voyais vraiment ces gros véhicules électriques. Bon, voilà, pour moi, ça n'a pas trop de sens de mettre un SUV électrique, mais on en parlera peut-être dans un autre épisode. Et ensuite, quand je suis arrivé dans les locaux, donc que je me suis garé et que je suis arrivé dans les locaux de Fortalis, j'ai pas pu m'empêcher non plus de remarquer que c'était un sacré bâtiment, très solide aussi, avec des vitres, tu sais, un peu miroir, pour qu'on ne voit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais qu'on puisse admirer l'extérieur vu de l'intérieur,
pour que les employés pètent pas un plomb et reçoivent quand même la lumière du soleil, à quel point il faisait extrêmement bon à l'intérieur, voilà, climatisé à 22 degrés alors que dehors il faisait 29 ou 30 degrés ce jour-là, un petit jardin japonais en intérieur pour que les employés puissent se prélasser ou prendre leur pause du midi, des distributeurs de un peu tout et n'importe quoi, bref, peu importe. Je te dépeins un petit peu cette situation très idyllique, un cadre de travail vraiment quasiment parfait. Voilà dans quoi je me suis engagé en allant former des gens chez Fortalis. Et donc, cette formation qui a duré 2 jours, j'ai formé l'équipe communication de chez Fortalis. Et dans l'équipe communication, donc le premier jour, j'ai formé les employés à la prise de vue en photo, donc apprendre à maîtriser les réglages de l'appareil photo, comprendre les diverses situations de lumière, apprendre à cadrer, etc. Et ensuite, le lendemain, j'ai formé les employés au post-traitement, donc mettre les photos sur l'ordinateur et puis retoucher les images. Et en fait, en discutant avec mes élèves pendant 2 jours, qui sont donc des employés du service communication, je me suis rendu compte qu'à aucun moment pendant ces 2 jours, ces employés ne m'avaient parlé de ménage. Pourtant, Fortalis, c'est une grosse boîte au Luxembourg réputée pour être, alors je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, ils sont très très connus au Luxembourg pour fournir des employés qui vont faire le ménage dans d'autres grosses boîtes. Enfin bref, ils sont réputés pour ça et c'est vraiment le cœur de métier, c'est le ménage. Et donc moi, ça m'a surpris quand même de me dire que j'ai bossé avec les communicants de Fortalis pendant 2 jours et qu'à aucun moment, personne ne m'ait parlé de femmes de ménage, d'hommes de ménage, je sais pas moi, de serpillère, de nettoyer, de faire propre, à aucun moment. Par contre, ce que j'ai beaucoup entendu des discours sur la solidarité, sur la diversité, etc. Tu vois, sur des valeurs d'entreprise qui sont certes très belles, mais qui n'ont finalement aucun lien avec le métier de Fortalis, le cœur de métier de Fortalis. Donc c'est vrai que ça m'a assez surpris. Et donc ce que je me suis dit, c'est que finalement, ces équipes communication, elles servaient pas du tout le client final, parce que le client final, c'est d'autres boîtes au Luxembourg qui ont des besoins de nettoyer les sols et de faire propre leurs intérieurs. Et donc ils apportaient pas du tout, ce service communication, il apportait pas du tout de la valeur au client final. Ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils servaient l'image de marque de Fortalis. Et donc là, évidemment, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison avec moi-même, mon entreprise Some Picture qui forme des photographes. Et je me disais, si moi demain, alors j'ai pas d'employés à proprement parler, par contre je bosse avec des freelances, donc c'est des gens qui vont bosser à la mission, par exemple mon monteur ou quelqu'un qui va m'aider sur la création de contenu. Mais voilà, j'ai pas de salariés. Mais si demain je décidais d'embaucher quelqu'un, à temps plein ou à mi-temps, peu importe, il est clair que cette personne, elle serait en lien direct ou indirect avec la photographie. Soit parce qu'elle m'aiderait à former des gens sur le terrain, soit parce qu'elle m'aiderait à trouver des clients, soit parce qu'elle m'aiderait à retoucher des photos. D'une manière ou d'une autre, si j'embauche quelqu'un et que je mets des ressources financières dans l'embauche de quelqu'un, c'est évident que cette personne, elle est censée m'aider sur mon cœur de métier, qui est aujourd'hui la photographie et plus particulièrement la formation en photo. Et donc moi, je me suis posé la question, je me suis dit comment ça se fait que ces personnes qui sont embauchées au service communication, il n'aient aucun lien avec le cœur de métier qui est le ménage. Voilà, c'est la question à laquelle c'est le point de départ en fait de toute la réflexion qui est arrivée ensuite et que je vais tenter de te partager dans cet épisode. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je bosse dans la formation en photographie, j'ai pu faire déjà quelques parallèles, c'est que pour être un bon photographe professionnel, il faut non seulement savoir faire de bonnes photos, mais il faut également savoir se vendre. Et donc ça veut dire avoir des bases, voire même plus, de marketing et communication et de commerce notamment. Et donc quand je parle du fait que ces personnes qui bossent au service communication de Fortalis tentent de booster l'image de marque de Fortalis, et en quelque sorte ne font que ça, je peux te dire avec un petit peu d'expérience, qu'aujourd'hui, booster son image de marque, c'est l'un des seuls moyens de faire monter la valeur perçue dans l'esprit des gens et donc de monter ses prix, donc de facturer plus cher.
Et en fait, ça, j'ai un peu l'impression que c'est le symptôme d'un monde dans lequel on a un peu tout. Quand on a tout et que toutes les entreprises concurrentes sont capables de fournir un service de ménage qui est très bien, hein, comme celui de Fortalis, j'imagine, la seule manière de te démarquer des autres et de monter tes prix, comment est-ce qu'on fait pour vendre une femme de ménage plus chère que ses concurrents? Eh ben, il faut monter son image de marque. Et monter son image de marque, eh ben, ça passe par de la communication, notamment pour montrer qu'on est une entreprise avec plus de valeur ou avec de meilleures valeurs que nos concurrents, notamment la diversité et la solidarité par exemple. Alors, est-ce que tout ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Le fait que le monde aujourd'hui, il fonctionne beaucoup sur faire monter la valeur perçue égale faire monter son image de marque. On entend beaucoup parler sur les réseaux de faire monter son personal branding. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Honnêtement, je ne sais pas. Ça peut faire l'objet d'un autre podcast. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire sous la vidéo YouTube. Mais voilà, je te laisse avec cette question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Mais pour laquelle j'ai quand même déjà un avis. Bref, autre exemple, toujours dans ce service de communication, à un moment, il y a une des employées que j'étais en train de former, elle décide de me partager un document qui effectivement pouvait être intéressant. Elle décide de me partager la charte graphique de Fortalis. Effectivement, pour un photographe, connaître la charte graphique, c'est important parce que voilà, si dans la charte graphique, on nous dit que la plupart des images sur lesquelles on peut communiquer qui respectent la charte graphique, elles sont lumineuses, avec toujours une pointe de bleu dans un coin, etc. Ben ça, pour un photographe, c'est important. Donc elle décide de me partager ce document. Et donc là, je te raconte pas ce qui s'est passé quand j'ai ouvert le document. Déjà, premier choc, le document fait 126 pages. J'ai moi-même ma boîte, Sun Pictures. J'ai un document de charte graphique dans lequel est répertorié mon logo, les couleurs principales et les couleurs secondaires. Globalement, ma charte graphique doit faire 4 pages à tout casser. Hein. Ici, on est sur un document de 126 pages. Alors tu vas me dire, oui, mais Fortalis, c'est une grosse boîte du Luxembourg, c'est normal que la charte graphique ne fasse pas 4 pages. C'est vrai, tu as 100% raison. Mais 126 pages. Dedans, il y avait au moins 5 ou 6 pages avec toutes les variations de logos, les logos qu'on imprime, les logos en dématérialisé, les logos en grand, les logos en petit, etc. Évidemment, il y avait toutes les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, dans toutes leurs variations, avec des exemples en images, en graphisme, en tout ce que tu veux. Il y avait énormément de pages sur les valeurs de l'entreprise, les valeurs sur lesquelles il faut communiquer. Et puis, énormément de pages aussi sur plein d'espacements précis en pixels, voilà. Enfin, des trucs ultra chiants. Et moi, ce que je me suis dit en voyant ce document de 126 pages pour une charte graphique, hein, je le rappelle, c'est que j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer les gens qu'il a fallu pour créer ce document, le temps qui a été nécessaire pour arriver à la version finale de ce document, et donc toute l'énergie qui a été déployée par tous ces gens qui ont mis tout ce temps pour créer ce document. Sans compter que ces gens, pour aller au boulot, ils ont besoin de se déplacer, donc ils ont besoin de rentrer dans un véhicule d'1,5 tonne, de le faire avancer à 90 km/h, et ça au minimum 2 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Imagine toute cette énergie, toutes ces ressources qui ont été dépensées, donc je te le répète, en temps, en argent ou en ressources naturelles, peu importe, pour produire un document qui au final ne sert pas à grand-chose. Et pourquoi est-ce que je te dis qu'il ne sert pas à grand-chose? C'est parce que ce document, cette charte graphique, en réalité, qui sont les premiers destinataires de cette charte graphique? Les premiers destinataires, c'est le service communication. C'est les personnes que j'étais en train de former. Et pourtant, je te garantis que quand ils me l'ont envoyé, ils savaient très bien que ce document existait, mais personne ne l'avait jamais vraiment ouvert, ou en tout cas n'avait passé plus de 4 ou 5 minutes à feuilleter les pages dessus. Et donc c'est là qu'a commencé à germer en moi l'idée de peut-être que certaines personnes dans la société ont des jobs qui ne servent un peu à rien. C'est que quand j'ai imaginé, du coup, ces graphistes qui étaient derrière ce document, cette charte graphique de 126 pages, je me disais, ils ont déployé une énergie et une réflexion probablement aussi, folle pour créer ce document. Et au final, les gens qui sont censés connaître ce document ne le connaissent même pas et ne le lisent même pas. Voilà. Ça, c'était vraiment le point de départ de ma réflexion. Alors depuis, tu t'en doutes, j'ai pas mal réfléchi de mon côté et je me suis aussi renseigné.
Et c'est ça qui m'a donné envie de te faire cet épisode, c'est que si j'en restais juste à mes réflexions, voilà, j'aurais pu te les partager. Honnêtement, je pense que ça peut faire un épisode intéressant. Je suis pas forcément obligé d'arriver avec des réponses, même si je pense que j'ai une petite déformation professionnelle, c'est que comme je suis formateur en photo, j'ai un peu l'impression inconsciente que mon but, c'est pas juste de soulever des questions, mais c'est aussi d'apporter des réponses aux élèves. Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à créer du contenu quand je viens pas apporter des réponses. Mais je pense, et je le faisais au début, je pense que ça peut être intéressant même parfois de soulever des questions sans forcément avoir encore les réponses. Donc je pense que ce podcast, il aurait pu s'arrêter là et te laisser à la réflexion. Mais j'ai déjà poussé la réflexion et j'ai fait quelques recherches. Et donc je suis tombé sur un anthropologue qui s'appelle David Graeber et qui a popularisé le terme de bullshit jobs. Donc les bullshit jobs, c'est un petit peu ce que je viens de te définir. Tu vois, c'est un travail qui sert un peu à rien. Tu vois. Et donc, je peux te lire quelques petits passages, donc, notamment, voilà, si on peut appeler ça une définition. On imagine la disparition de l'activité et on évalue l'impact sur la société. Donc, on imagine qu'un métier disparaît. Si les infirmières, les éboueurs ou les mécaniciens venaient à disparaître, les conséquences seraient immédiates et catastrophiques. Voilà. Effectivement, on imagine qu'un monde sans infirmières, sans médecins, sans personne qui vient se décharger nos poubelles ou sans personne pour réparer nos bagnoles, on imagine vite le chaos dans lequel on pourrait vivre. Un monde sans professeurs ou sans dockers, donc des gens qui travaillent sur les docks pour les chargements, serait bien vite en difficulté, c'est vrai. Et même un monde sans auteur de science-fiction ou musicien de ska serait clairement un monde moins intéressant. Voilà. Bon, on pensera ce qu'on veut de ce genre de musique, mais en tout cas, effectivement, l'histoire nous a montré que même quand on a accès à nos nécessités, l'être humain a toujours besoin au moins de s'amuser et de divertissement. Donc, je considère moi aussi aujourd'hui que le divertissement fait partie des nécessités de l'être humain. Donc, je suis d'accord avec lui là-dessus en tout cas. Ensuite, il dit, quant aux marketeurs, financiers ou juristes, qui avouent eux-mêmes la vacuité de leur travail, Graeber les classe comme exerçant des bullshit jobs ou jobs à la con. Il définit ce terme comme une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'un bullshit job par David Graeber. Et donc ensuite, j'ai trouvé intéressant parce qu'il catégorise les types de bullshit job. Voilà, il n'y a pas un type de bullshit job, il y en a 5 d'après lui. Et donc je vais te les passer en revue. Il y a notamment ce qu'il appelle les larbins ou les faire-valoir. Alors eux, ils servent principalement à en mettre en valeur la hiérarchie ou la clientèle. Voilà, c'est un petit peu les suce-boules des autres, si tu veux. Donc par exemple, il y aurait par exemple, alors je suis désolé si ton métier est dedans, là je ne fais que citer les propos de David Graeber, à toi de voir si ça résonne ou si ça résonne pas, peu importe. Donc dans les larbins ou dans les faire-valoir, on a par exemple les réceptionnistes, qui ont pour but de dire bonjour et bonne journée aux employés, et d'amener le café et le reste du temps de s'ennuyer 6 heures par jour. Ensuite par exemple, il y a les assistants personnels qui sont surdiplômés mais qui gèrent uniquement l'agenda d'un cadre et qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée. Il y a par exemple aussi les portiers d'un immeuble d'entreprise où il ne se passe jamais rien et où il n'y a jamais de problème. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se passer de ce genre de métier ? Je te laisse te faire ton propre avis. Donc ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce que David appelle les porte-flingues ou les sbires. Eux, ils sont recrutés parce que les concurrents, ils emploient déjà quelqu'un à ce poste. Et souvent, leur travail, il a une dimension assez agressive. Donc déjà, rien que dans la définition, on peut se rendre compte à quel point ce job est, entre guillemets, inutile potentiellement. C'est que ce job n'existe que parce qu'il existe dans des entreprises concurrentes. C'est assez fou, quand même. Par exemple, les lobbyistes, ils sont payés pour influencer des décisions des décisions politiques inutiles ou nuisibles. Okay, et effectivement, on peut se dire que si tous les lobbyistes de tous les grands groupes disparaissaient, en fait, il n'y aurait pas besoin d'avoir de lobbyistes, l'équilibre ferait son rôle naturel. Mais comme une entreprise décide d'engager des lobbyistes et donc pousse pour changer l'opinion publique ou l'opinion politique, forcément, le concurrent est obligé d'engager ses propres lobbyistes. Télévendeurs qui proposent des services inutiles à des gens qui n'ont rien demandé. Ah, j'adore celui-là.
Marketeur chargé de créer des besoins fictifs. Ou encore avocat d'entreprise dans des procès absurdes entre multinationales. Voilà. Ça, c'était les porte-flingues ou les sbires. On a en troisième catégorie, on a les rafistoleurs ou les sparadraps. Ce sont des employés, employés pour résoudre des problèmes qui auraient pu être évités. Ils réparent des problèmes qui ne devraient pas exister si les choses étaient bien faites. Par exemple, un employé qui passe sa journée à corriger les erreurs d'un logiciel qui est mal conçu. Voilà. Au lieu d'employer quelqu'un pour corriger des erreurs d'un logiciel mal conçu, on ferait mieux d'employer une fois un ingénieur en informatique qui corrige les problèmes d'un logiciel. J'imagine que c'est pas toujours aussi facile que ça, mais tu vois globalement où je veux en venir. Par exemple, secrétaire qui doit imprimer, signer, scanner et renvoyer des documents inutiles à cause de process qui sont archaïques. Et enfin, employé qui fait à la main des tâches qu'on pourrait automatiser ultra simplement. Ensuite, quatrième catégorie, on a les petits chefs ou les contremaîtres. Eux, ils surveillent des personnes qui travaillent déjà de façon autonome. Par exemple, un coordinateur de projet. Ou un manager intermédiaire chargé de valider chaque micro-décision et qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Je pense que, j'imagine que peut-être que ça te fait penser à quelqu'un. Peut-être toi-même, je sais pas. Ou peut-être ça te fait penser à un proche. En tout cas, moi, c'est sûr que quand je lis ça, je peux imaginer des potes à moi. Et d'ailleurs, si tu es un pote à moi et que tu écoutes ce podcast, je te souhaite une bonne journée. Et la dernière catégorie, ce sont ce que David appelle les cocheurs de cases. Eux, ils sont recrutés pour permettre à une organisation de prétendre qu'elle traite un problème qu'elle n'a aucune intention de résoudre. Ils produisent des rapports, des évaluations ou des documents qui sont jamais lus, juste pour dire que ça a été fait. Par exemple, les personnes qui ont créé la charte graphique de 126 pages dont je te parlais un peu plus tôt. Voilà. Je voudrais quand même mettre une petite nuance dans tout ça, ma nuance personnelle. Même si David utilise le terme de bullshit job pour définir un métier qui n'apporte aucune contribution à la société, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois le bullshit job, c'est une fraction du travail. Ce qui veut dire qu'il est possible que toi-même, dans ton travail, 50% du temps, en fait, tu n'apportes pas vraiment de valeur à qui que ce soit, et 50% du temps, tu apportes réellement de la valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'un bullshit job, il est jamais bullshit job à 100%. Parfois, il est bullshit job à 90%, ou à 70%, ou à 50%, ou à 4%. Peu importe, mais voilà, donc nuançons un petit peu le propos, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas 0 ou 1, c'est un continuum où on place le curseur à un endroit ou à un autre. Bref, donc moi quand j'ai vu un peu les théories, je sais pas si on devrait appeler ça une théorie, puisque si elle n'est pas validée, on devrait plutôt appeler ça une hypothèse, donc appelons ça une hypothèse pour ce podcast. Quand j'ai vu toutes les hypothèses de David Graeber, je me suis posé plusieurs questions. La première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire tourner cette économie s'il y a vraiment autant de personnes qui ont un métier complètement vide? Voilà, ça c'est la première question que je me suis posée. Et à laquelle je vais tenter de te donner une réponse. Ensuite, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, comment ça se fait que tous ces bullshit jobs soient les jobs les mieux payés? Tout ce que je t'ai dit avant, avocat, juriste, financier, tout ça. Comment ça se fait que c'est les métiers les mieux payés, alors que ce sont les métiers clairement les moins essentiels au fonctionnement de la société? Ils ne nous apportent pas de la bouffe sur la table, ils ne construisent pas nos maisons. Comment ça se fait que ce sont les jobs les mieux payés? Je veux comprendre. Et ensuite, la dernière question que je me suis posée, est-ce qu'on ne pourrait pas donner un revenu universel à ces gens qui, en fait, n'apportent rien à la société? On les laisse chez eux, on leur donne un revenu, et en fait, ça ne va rien changer, puisqu'ils produisent déjà rien. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, attaquons-nous à la première question. Comment on fait pour faire tourner cette économie, ou plutôt, comment on fait pour faire tourner cette économie s'il y a autant de métiers qui n'apportent rien et qui créent juste du vide? Alors, les différents points auxquels j'ai pensé et que j'ai envie de te partager, c'est que moi, je vois l'argent comme un fluide. Et je pense que les économistes, de manière générale, voient l'argent comme un fluide, puisqu'on sait que de la même manière que le sang qui circule dans ton corps,
s'il est dans ton corps mais qu'il ne circule pas en permanence, eh ben, tu finis par mourir. Eh ben, l'argent, c'est un petit peu pareil. Si l'argent n'est pas en circulation permanente, le système finit par s'effondrer. Donc si tu vois toi aussi l'argent comme un fluide, ça me fait d'ailleurs penser que, tu vois, par exemple, je vois beaucoup de gens dire ouais, c'est notre argent qui finance les impôts de la France. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que notre argent, la personne qui a gagné sa vie, qui a reçu son salaire et qui a payé ses impôts, et qu'ensuite elle voit son argent dilapidé dans des dépenses à la con de l'État, elle a ce sentiment, cette injustice, et se dit c'est mon argent qui est dilapidé pour faire de la merde. Sauf qu'en fait, son argent, il vient d'où? Il vient de l'entreprise dans laquelle elle bosse. Et l'entreprise dans laquelle elle bosse, cet argent, il vient d'où? Il vient d'un client qui a acheté un produit ou un service, qui lui-même bosse dans une entreprise. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est... Si tu voyais pas encore l'argent comme un fluide, ça, c'est l'exemple qui te montre qu'en fait, l'argent que tu donnes finit toujours par te revenir d'une manière ou d'une autre, parce que l'argent est en circulation constante dans l'économie. Bref, donc la question, je le rappelle, c'était comment on fait pour faire tourner cette économie s'il y a autant de gens qui ont un métier qui n'ont aucun sens. Donc, comme l'argent est un fluide, un manager intermédiaire qui organise des réunions inutiles, certes, il ne fait peut-être pas concrètement avancer l'entreprise, mais il est payé. Et comme il est payé, il consomme lui aussi dans la société de consommation. Donc lui aussi, il va s'acheter une bagnole, il va faire son plein, il va acheter, etc. Il va lui aussi payer des impôts. Et donc, quelque part, il fait tourner le système. Il continue à recevoir de l'argent et à en injecter dans l'économie. Donc euh, sa contribution, elle est réelle à la société de consommation, même si sa productivité, elle est un peu discutable. Autre raison que je vois potentiellement sur comment est-ce qu'on fait pour faire tourner cette économie si tout ça c'est basé sur du vide, c'est que en fait il y a beaucoup de ces jobs, ils sont employés, tous ces employés, c'est souvent des employés de grosses structures, comme par exemple des multinationales ou des services de l'État. Et donc quelque part, si une partie de la masse salariale ne produit en quelque sorte rien, c'est une charge pour cette grosse structure, pour l'État ou pour cette multinationale, mais c'est une charge en fait qu'ils peuvent largement supporter. Ensuite, le dernier point que je vois, c'est que euh, par exemple les banques, le marketing, le conseil, les ressources humaines, l'audit, le lobbying, etc. Tout ça, c'est des secteurs qui produisent, entre guillemets, rien de vraiment tangible, mais qui entretiennent la croyance collective dans le système, ce qui le maintient en vie. En gros, je vais essayer de faire clair et de ne pas te perdre. Même si c'est des jobs qui ne sont pas toujours 100% utiles ou qui produisent rien de matériel, si ces secteurs y sont payés, c'est parce qu'il y a des gens qui ont consommé ce qu'ils créent, même si ce qu'ils créent, c'est pas vraiment utile. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si ce qu'ils créent, il y a des gens pour le consommer, en fait, quelque part, c'est OK. Même si c'est pas utile, on s'en fout de à quel point c'est utile ou pas utile. Si ce qu'ils créent, c'est consommé par quelqu'un, tant mieux. Alors ici, je voulais te faire un petit parallèle avec une Rolex. Je sais pas si c'est super pertinent, mais je vais quand même essayer. En fait, toi, si ton besoin, c'est d'avoir l'heure, il y a plein de manières de faire. Tu peux regarder l'heure sur ton téléphone, ou tu peux aussi t'acheter une Casio à 100 euros. Mais il y a des gens qui décident d'acheter une Rolex à 10 000 euros, donc 10 fois, 100 fois le prix de la Casio. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils veulent l'heure, c'est parce qu'ils veulent le statut social qui va avec la Rolex. Hein. C'est pas pour sa fonction première. Ce qui fait que ces gens-là mettent 10 000 euros dans une montre, c'est parce qu'ils sont OK avec le fait de payer tout un tas de métiers qui sont futiles à la société. Par exemple, quand tu payes ta Rolex 10 000 euros, ce que tu payes essentiellement, c'est évidemment les matériaux, la matière première, l'horloger qui a fabriqué la montre, les plans de conception, etc. Mais tu payes aussi beaucoup les marketeurs qui ont boosté le branding, l'image de marque de Rolex. C'est ça que tu fais. Bref, je ne sais pas si l'analogie était ultra pertinente, mais tu pourras me le dire en commentaire si tu le veux. Ou en trouver de meilleures. Deuxième question du coup que je me suis posée. Comment ça se fait que tous ces bullshit jobs, ils soient aussi bien payés? Comment ça se fait que les agriculteurs et les infirmiers et les infirmières ne soient pas payés 5 fois plus que, je sais pas, que des traders? Alors, les raisons que j'ai trouvées à ça, c'est que
j'ai l'impression que les salaires, ils sont pas vraiment liés à l'utilité. J'ai l'impression que les salaires sont beaucoup plus liés à la capacité à générer de l'argent et pas à l'utilité première dans la société. Voilà. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est une bonne chose? Je te laisse seul juge avec cette réflexion. Ensuite, deuxième raison, pourquoi est-ce que ces bullshit jobs sont mieux payés que les métiers essentiels à la société? Euh, j'ai l'impression que c'est en partie parce que les métiers essentiels, eux, ils sont souvent remplaçables. Tu vois, par exemple, les ouvriers ou les livreurs, on en a besoin. On a besoin d'ouvriers et on a besoin de livreurs. Euh, mais ces métiers, ils sont souvent exploités parce que c'est facile de remplacer un ouvrier et parce que c'est facile de remplacer un livreur. En fait, c'est des métiers qui vont pas demander... ils sont pas rares sur le marché, tu vois. Donc, ils ont peu de pouvoir de négociation. Dans l'offre et la demande, ils sont pas super bien positionnés, malheureusement. Également parce que je pense que il y a une partie des bullshit jobs qui sont... Non, pardon, il y a une partie des métiers essentiels qui sont dépendants du service public, comme par exemple les infirmiers dans les hôpitaux publics, les professeurs ou les éboueurs. Eux, en fait, ils dépendent des budgets de l'État. Donc, quelque part, comme ce budget n'est pas extensible, les salaires sont dans des grilles salariales et tout simplement. Et enfin, je pense, parce que le capitalisme, il valorise euh, non pas ce qui produit des biens et des services, mais ce qui produit du capital, pas ce qui fait vivre. Par exemple, un livreur, lui, il va t'apporter à manger, c'est un besoin vital, alors que le trader, lui, il fait de l'argent avec de l'argent. C'est inutile, mais en soi, c'est ultra rentable. Donc, dans le système capitaliste, on récompense plutôt ce qui accroît les profits ou les actifs et pas ce qui soutient la vie humaine ou la planète. Ça, le capitalisme n'en a absolument rien à foutre. D'ailleurs, juste au cas où c'est pas clair cette notion de actif, actif, passif, si tu as fait un petit peu de compta à l'école, tu te rappelles que les passifs, c'est quelque chose qui va te pomper de l'argent, alors qu'un actif, c'est plutôt quelque chose qui va te ramener de l'argent. Par exemple, si tu achètes une voiture, c'est un passif, et si tu achètes, en tout cas si c'est une voiture personnelle, et si tu achètes par exemple un appartement que tu mets en location, eh bien c'est un actif parce qu'il va te ramener de l'argent tout en se valorisant avec les années. Et en fait, dernier point que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que les salaires, ils sont liés avec une certaine distance avec la réalité. Par exemple, plus on est proche du réel, la matière, le vivant, le corps, moins le métier est bien payé, et plus le métier est abstrait, la gestion, la finance, la communication, l'audit, plus il peut prétendre à des salaires élevés. Et ça, j'ai un peu l'impression que je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, je fais le parallèle avec le besoin d'élévation sociale qu'a tout être humain normalement constitué. À l'époque, tu vois, par exemple, ceux qui bossaient dans les champs, bah, ils avaient des métiers pas bien rémunérés et pas non plus bien reconnus, versus bah, les gens qui pouvaient, par exemple, apprendre à écrire des livres, à jouer du piano, etc. Donc, de la même manière que les pauvres, entre gros guillemets, hein, si t'es pas en train de me regarder, voilà, je précise bien entre gros guillemets, mangent des produits entre guillemets plus bruts, alors que les riches, entre guillemets, pour se distinguer, vont plutôt décider de manger des produits cuisinés, beaucoup de mélanges avec plein d'épices, différentes sauces, des assiettes qui sont bien dressées, etc., pour se distinguer en quelque sorte des assiettes, par exemple, tu vois, très volumineuses avec beaucoup de pâtes ou beaucoup de patates, ce genre de choses. Bref, je sais pas si c'est une analogie qui était très pertinente non plus, je te laisserai seul juge là-dessus. Et donc la dernière question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pourrait pas donner un revenu universel à tout le monde? Et alors, euh, pourquoi pas, comment dire, tous ces métiers qui sont essentiels, on leur donne un revenu universel peut-être un peu supérieur parce ils ont un métier entre guillemets plus important. Et puis ceux qui ont un bullshit job, on leur donne un revenu universel un peu moindre, voire on ne force personne à travailler. En fait, c'est ça le concept du revenu universel. On force personne à travailler et on regarde ce qui se passe. Euh, donc moi, ce que je me dis, c'est que tous ces bullshit jobs, ils doivent quand même coûter un bras à la société. Hein, parce que si 10% de la masse salariale d'une multinationale, ce sont des postes
ce sont des bullshit jobs, tout simplement, c'est que ça coûte un sacré pognon au service public et au service privé. Donc je me dis, on pourrait peut-être supprimer ces bullshit jobs, ou on pourrait peut-être tout simplement verser un revenu universel, c'est-à-dire, alors en France, on a comment ça s'appelle, le revenu minimum, le RSA. Voilà, donc ce serait une sorte de RSA, sauf que c'est inconditionnel. Si tu travailles pas, tu touches tes 1 000 € par mois, et si tu travailles, tu touches tes 1 000 € par mois, plus ton salaire. Voilà, quelque chose comme ça. Donc le truc qui revient souvent visiblement, parce que même si j'en avais déjà entendu parler, j'avais jamais trop creusé le truc, mais visiblement l'objection numéro 1 qui vient quand on commence à parler de revenu universel, c'est si on fait ça, plus personne voudra bosser. Et c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, on a quand même besoin que certaines personnes bossent. Tout le monde, je sais pas. Après, il y a aussi des questions de si la moitié de la population bosse et l'autre moitié non. Je pense qu'il y en a une moitié qui se sent en injustice, et je le comprends bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a quand même besoin que des gens bossent. Ça, c'est certain. Donc, à cette objection de oui, mais plus personne voudra bosser, visiblement, il y a des tests qui ont été faits en Finlande, en Namibie, en Inde et dans d'autres pays. Et en fait, les gens, ils continuent tout simplement à travailler parce qu'un humain, ça s'ennuie vite. Donc, si demain tu n'as plus de métier, et même si tu as une passion, il est fort probable que tu continues quand même à faire des choses qui soient utiles à la société, tout simplement parce que tu vas t'ennuyer, et aussi parce que l'être humain a besoin de se sentir utile aux autres. Donc, dans la plupart de ces tests, les êtres humains continuent à travailler. Par contre, ils changent complètement la manière dont ils travaillent. Et donc, au lieu de continuer dans des jobs qui n'ont plus vraiment aucun sens, ils vont se mettre à aider les autres, à former des projets communautaires, ou à former des gens de manière générale. Tu vois, moi, par exemple, j'adore former des gens. C'est pour ça que je suis formateur en photographie. Clairement, si j'étais multimillionnaire, s'il y a bien un truc que je continuerai à faire parce que j'adore ça, c'est former des gens. Et donc la question qu'on pourrait se poser maintenant, si toi aussi ça te fait rêver une vie où tu touches le revenu universel et où tu n'as plus besoin de travailler, mais du coup dans laquelle tu travailles simplement pour aider les autres et parce que ça te fait plaisir et parce que ça te donne de la reconnaissance, mais tu le fais plus pour des questions financières, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore fait ? C'est ça la question du coup qui m'est venue, c'est probablement parce que ça va péter énormément de codes, les codes qui sont déjà établis. Et ça pour tout le monde, que ce soit ceux qui ont tout à y perdre, mais également ceux qui auraient tout à y gagner. Parce que même si tu fais partie des gens qui auraient tout à gagner au fait qu'on installe un revenu universel, il y a de fortes chances que ça te fasse peur. Et c'est normal, parce que ça, c'est quand même un sacré inconnu qui se dessine devant toi, tu vois, de dire à partir de demain, tu n'as plus besoin de bosser et tu reçois un revenu universel. Je pense que ça peut faire flipper pas mal de gens. Et du coup, la deuxième raison, ça vient surtout faire peur pas faire peur, mais disons plutôt que ça, je pense que ça mettrait un sacré coup de pied dans la fourmilière de ceux qui, eux, auraient tout à y perdre, c'est-à-dire ceux qui ont la puissance. Et aujourd'hui, la puissance, qui est-ce qui l'a ? C'est ceux qui dominent le capitalisme, donc ceux qui ont l'argent. Donc ceux qui sont tout en haut de la pyramide, et qui sont aujourd'hui extrêmement riches et qui sont les gagnants du système actuel, eux n'auraient aucun intérêt, j'imagine, à ce qu'un revenu universel soit instauré. Bref, je voudrais rajouter aussi que l'économiste britannique qui s'appelle John Maynard Keynes, en 1930, il prédisait que les avancées technologiques, elles permettraient d'ici la fin du XXe siècle, donc la fin des années 1999, donc les avancées technologiques, elles permettraient de réduire le temps de travail à 15 heures par semaine. 15 heures par semaine, ça c'était les prédictions. Pourtant, même si la robotisation du travail a bien eu lieu, effectivement, on a eu de plus en plus, pendant tout le siècle, on a eu de plus en plus de machines qui nous a aidés à abattre du travail en grande quantité et de plus en plus vite, la réduction du temps de travail n'est pas survenue dans les proportions attendues. Voilà. Donc, la dernière réflexion avec laquelle je voudrais te laisser avant que tu arrives peut-être au travail, peut-être à ton bullshit job à 20% ou plus, c'est que les machines et les technologies, elles auraient dû, en théorie, c'est pour ça qu'on a créé. Pourquoi est-ce qu'on a créé des tracteurs ? C'est tout simplement parce qu'un tracteur, ça va remplacer 10 fermiers. Voilà. Un fermier, il s'assoit dans son tracteur et il fait le travail de ce que faisaient avant 10 fermiers. Alors je dis 10, mais je crois que d'après certains calculs, c'est beaucoup plus. C'est peut-être 200. Bref, je voudrais pas te dire de bêtises et j'ai pas du tout les bons ordres de grandeur, mais je crois que c'est assez énorme quand même.
Et donc en fait, on peut se dire que tous ces personnes qui bossent plus dans les champs, elles auraient dû être, entre guillemets, au chômage et toucher un revenu universel. Voilà. On invente le tracteur, et puis le lundi, c'est moi qui y vais, le mardi, c'est toi, le mercredi, c'est toi, le jeudi, c'est toi. Et puis si ça fait le boulot de 10 fermiers, en fait, j'ai plus qu'à bosser un jour sur 10, en théorie. Sauf qu'en fait, on a créé des métiers qui ne servent un peu à rien, mais parce que, voilà. Je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai essayé de te donner déjà pas mal de réponses. Mais tu vois que limite à la fin de l'épisode, tu sors d'ici avec presque plus de questions que de réponses. Alors je sais pas si tu te sens concerné par tout ça ou si tu penses à quelqu'un, à un de tes proches quand je parle de tout ça, mais si jamais ça peut t'aider peut-être un petit peu à te réveiller, euh, si tu te dis par exemple que tu bosses tous les jours, on va dire du lundi au vendredi, 8 heures par jour, donc tu bosses 40 heures par semaine environ. Alors il y a sûrement aussi du temps que tu passes dans les embouteillages, dans le métro, etc. Voilà, si on met tout bout à bout, ça fait sûrement plus que ça, mais disons que tu travailles 40 heures par semaine. C'est déjà énorme de donner 40 heures par semaine pour un métier en vérité qui n'a aucun sens, et toi qui te remplis pas, qui te donne aucune reconnaissance, et simplement pour le faire juste pour le côté financier, mais je comprends parfaitement, on a tous besoin voilà, de se loger, de se nourrir, etc. Mais je voudrais quand même appuyer sur un point, c'est que certes, tu donnes 8 heures par jour à ton patron, potentiellement pour un job que tu n'aimes pas et ou qui n'a pas de valeur ou d'utilité plutôt pour la société, mais en fait, ces 8 heures par jour, souvent, c'est déjà plus que le nombre d'heures pour lesquelles tu as de l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des êtres humains, ils ont 4 heures déjà maximum d'énergie vraiment efficace dans une journée et on les fait bosser 8 heures. Du coup, c'est normal que quand tu rentres chez toi le soir, tu sois complètement exténué et que tu n'aies plus envie de rien foutre, même si tu as des passions, tu as plus envie de t'affaner dans le canapé, lancer une série Netflix ou scroller sur Instagram, c'est parfaitement normal. Donc en fait, moi, je verrais plutôt ça sous un autre angle, c'est certes, tu donnes 40 heures par semaine à quelqu'un, mais en fait, ces 40 heures par semaine, c'est l'intégralité de ton quota énergétique. Et donc, en fait, tu donnes l'intégralité, ou presque, voire plus, de ton énergie à quelqu'un. Et ensuite, toi, tu n'as plus la force vitale de mener à bien des projets, ou d'aller t'éclater, ou même tout simplement, et ça, je le vois pas mal autour de moi, de profiter de l'argent que tu as réussi à générer en allant travailler dans ton bullshit job, tu vois. Parfois, le week-end, t'as juste rien envie de foutre parce que t'as juste envie de te reposer et c'est bien normal. Donc, au lieu de courir après la liberté, parfois ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est qu'on court après les symboles de statut social, comme par exemple les voitures, les SUV électriques dont je te parlais au début, partir en vacances loin, juste parce que partir loin, ça fait cool, tu vois. Alors qu'on serait tellement plus heureux, je pense, avec plus de temps libre. On pourrait même passer du temps sur des activités qui servent vraiment le bonheur des autres, et le bonheur des autres, pardon, et le nôtre. Bref, voilà, je voulais te laisser sur cette note un peu plus positive, même si ce podcast n'est pas encore tout à fait terminé. En fait, si je te parle de tout ça, c'est parce que moi aussi, cette situation, je l'ai vécue. Aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis 10 ans, je suis formateur en photographie, c'est un métier que j'aime. Mais moi, cette situation, je l'ai vécue. Avant, j'étais ingénieur en informatique. Je courais aussi après l'argent parce que je voulais les vêtements, ou je voulais la belle voiture, ou je voulais tous ces symboles. Mais en fait, je me suis quand même assez vite rendu compte que ça me remplissait absolument pas. Ça me rendait absolument pas heureux. Oui, peut-être que j'avais l'air plus cool aux yeux de mes voisins ou aux yeux de mes potes, peut-être. Mais en fait, je pense que ça me rendait juste de plus en plus vide. Donc voilà. Question que tu peux te poser, est-ce que je sers vraiment à quelqu'un quand je fais mon job? Est-ce que ça améliore la vie de quelqu'un? Voilà. Pose-toi ces deux questions. Peut-être que ça va t'aider à y répondre. Et sinon, et si toi aussi un jour tu as envie de lancer ton business, et je vais pas te faire une pub pour t'accompagner, peut-être un jour, hein, peut-être qu'un jour je ferai ça, mais là c'est absolument pas le cas. Pose-toi la question, si tu as envie de lancer un truc, comment est-ce que je peux faire pour créer de la valeur réelle, humaine, concrète dans ce monde, et que ce soit valorisé et reconnu. Parce qu'on en a besoin. Certes, on a besoin d'argent, évidemment, mais en bon être humain, on a aussi besoin d'être reconnu en tant que bon ou bonne, fort ou forte dans ce qu'on fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu es meilleur que les autres et pour lesquels tu peux peut-être lancer une activité qui a plus de sens que ce que tu fais aujourd'hui? Ou tu peux aller dans le salariat aussi, hein. Il y a des boîtes qui engagent des gens qui n'ont pas des bullshit jobs, donc c'est tout à fait possible et c'est 100% compatible.
Bref, si tu te reconnais ou si tu reconnais un proche, n'hésite pas à nous raconter ta situation. Ça me fera extrêmement plaisir de te lire. Euh, Tu le sais, moi, j'ai pas du tout la science infuse, hein. Ce que je fais, je t'en ai parlé en début d'épisode, c'est que je te partage, j'essaie de te partager l'état actuel de mes réflexions, qui est toujours en mouvement. Ma réflexion, elle continue toujours d'évoluer. Je suis jamais fermé. Toujours, je suis toujours prêt à écouter ce qu'on a à me dire et à prendre d'autres arguments ou contre-arguments en compte pour faire évoluer mon modèle de pensée. Donc surtout, fais-moi part de tes réflexions en commentaire sur YouTube. Bref, bon, c'était pas un épisode léger. En plus, on l'a fini d'une manière un petit peu lourde. Donc, j'espère que tu as quand même pu passer un bon moment avec moi et que j'ai éveillé au moins quelques réflexions dans ta tête. La prochaine fois, je vais essayer de faire un sujet un petit peu plus léger où on rigole un petit peu plus, même si je pense que de toute façon, la trame de fond de ce podcast, ce sera toujours mes réflexions personnelles sur le fonctionnement du monde. Voilà, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas. Voilà, je te souhaite une bonne journée, un bon trajet en voiture. Si tu es en train de courir, félicitations à toi et courage. Si tu fais la vaisselle ou le ménage, eh ben, félicitations à toi et courage également. C'était Chris, et moi je te dis, prends soin de toi et à bientôt.